Alors, pour finir cette mini-série en beauté, et maintenant qu'on sait tout sur la sélection du poil, l'installation, le quotidien avec un poil ou un insert, j'ai pris le temps de sonder les auditeurs du podcast sur Instagram, donc pour connaître les questions qui se posent avec leur projet. J'ai fait un peu le tri, parce qu'évidemment, il y a quelques questions dont on aura déjà abordé les réponses dans les épisodes qui précèdent, mais il nous reste quelques points encore non abordés. Et oui, c'est vraiment top, parce que ça, c'est vraiment des questions super concrètes pour le coup, qui vont nécessairement te parler à toi, qui peut nous écouter là, actuellement, et qui te lance dans ton projet de rénovation. Alors, la première question concerne l'isolation. Est-ce que l'isolation, ou comment l'isolation impacte le choix du poil ou le projet de poil? Voilà, l'isolation, l'absence d'isolation. Les deux vont ensemble, c'est-à-dire que une maison qui est mal isolée, on serait tenté à dire du coup qu'on va devoir accentuer, avoir un appareil qui soit plus puissant pour compenser. Maintenant, dans le schéma idéal étant d'avoir une bonne isolation complétée d'un bon appareil au bois, parce que derrière, s'il y a un manque d'isolation, c'est-à-dire qu'il y a une perdition plus importante, sachant que dans la perdition, perdition numéro 1, c'est la toiture, la deuxième, c'est les sols. Donc ça implique quoi? Ça veut dire si on met un appareil plus puissant pour compenser, c'est aussi une consommation qui est plus importante, etc. Donc il y a un vrai avantage forcément de combiner les deux sans pour autant aller vers l'extrême, quoi. Mais il y a un minimum, bien entendu, à avoir pour éviter effectivement quand on chauffe sa maison, si on consomme en granulé, peu importe, et qu'au bout d'une heure, parce qu'il n'y a pas d'isolation, la chaleur elle est déjà partie, il faut rechauffer derrière, ça devient compliqué, quoi. Donc un appareil, encore une fois, il est performant dans son environnement, mais il faut que son environnement soit conçu en tant que tel également pour optimiser tout ça, quoi. Oui, puis quitte à faire des travaux énergétiques d'autant plus, qui sont accompagnés par les aides MaPrimeRénov' dont on a parlé, autant en profiter effectivement pour prévoir l'isolation en même temps qu'on va refaire un projet de poil. Enfin, ça semble effectivement logique. Voilà. Exactement. Et faire un diagnostic, Les diagnostics sont faits. C'est un projet moi j'ai eu le cas avec des clients qui n'ont pas forcément fait tout de suite l'isolation de leur comble, par exemple, qui l'ont fait un peu plus tard, mais ils savaient qu'ils devaient le faire, etc. Et donc ça se fait possible. Mais les deux, forcément, ça vient optimiser, quoi. Très bien. Une autre question intéressante, vous avez déjà répondu un peu à ce sujet, mais comme elle mérite vraiment d'être posée, surtout que ceux qui écoutent le podcast, c'est souvent des rénovateurs qui se lancent dans beaucoup de travaux par eux-mêmes. Faut-il absolument faire appel à un professionnel pour l'installation, ou peut-on le faire soi-même si on est bon bricoleur? Je réponds. Pas à faire soi-même. La première raison, c'est la sécurité. La première raison, c'est ça. Le feu, sans faire de jeu de mots, mais on joue pas avec le feu, quoi. Ouais. Donc non, clairement non. Faut passer par un professionnel, parce que derrière, et on l'a compris à travers ces différents épisodes, c'est que ça nécessite une vraie maîtrise, et que il faut aussi se protéger de tout ça. Donc faire soi-même, c'est prendre des risques, et passer par un professionnel, c'est sécuriser son installation, c'est être couvert par une décennale, sans même parler de feu. Il peut y avoir un problème de fuite, quelque chose. Donc tu l'as dit, pour optimiser le fonctionnement du poil, il faut que l'installation soit optimale. Donc exactement. Faut bien connaître. Plus c'est travaillé, mieux c'est. Et donc oui, faut passer par un professionnel. Aussi parler à plusieurs reprises de cette fameuse note de calcul qu'on peut pas faire quand on est tout seul. Ah non, ça c'est sûr. C'est plus compliqué. Faut être calé en maths. Ouais, très bien. Est-il possible d'intégrer un poil dans un appartement en ville? Oui, ouais, c'est possible. Il y a peu de choses qui sont impossible en fait de manière générale, et d'ailleurs chez Asgard on a tendance à dire qu'on aime aussi les projets un peu challengeants qui changent, exactement, assez atypiques, mais oui, on a déjà posé des poils dans des appartements. Alors c'est pas la majorité de nos projets, puisque souvent c'est quand même
les propriétaires de maisons qui viennent nous voir. Mais on l'a fait, qui plus est, dans un appartement classé, puisque c'était un ancien couvent, 2e étage. Donc, on a fait venir une nacelle, tout ça. Ça implique pas mal de choses différentes. À Saint-Malo, il y a pas si longtemps, en début d'année, on a eu l'occasion de filmer aussi toute l'installation d'un poêle au, je crois que c'était 5e étage d'un immeuble dans Intramuros. Donc, on a c'est plus complexe, c'est plus challengeant, mais c'est tout à fait possible. Par contre, ce que je comprends quand même, c'est qu'on est plutôt sur des appartements anciens qui disposent déjà d'un conduit. Alors, souvent oui, mais c'est possible de faire les deux. La remarque est juste, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on parle d'appartement, soit on a une installation qui est existante. Alors quoi qu'il arrive, de toute façon, il y a une demande de copropriété. Oui. Ça c'est clair. Et sur les nouveaux, moins, hormis les duplex. Moi à Rennes, j'ai fait pas mal d'appartements et notamment sur duplex dernier étage, où là en l'occurrence j'ai eu pas mal de configurations. Il y avait des conduits qui étaient déjà en attente, etc. Et sur lesquels on n'avait plus qu'à se raccorder. Donc oui, c'est possible. Par contre, effectivement, l'appartement rez-de-chaussée en plein centre-ville avec 10 mètres au-dessus d'appartements, enfin 10 appartements encore au-dessus de soi, avec aucune installation qui est existante et présente, là ça risque d'être compliqué. Après, ça reste aussi très complexe à faire malgré le fait qu'il y ait un conduit, parce qu'il faut s'assurer que tout passe dedans. Enfin, bon, pour les avoir vus faire, c'est... Et puis il y a une vraie notion, d'abord la hauteur, l'accessibilité, que ça soit l'accès livraison, mais aussi l'accès pour nos techniciens, la sécurité. Et sur lequel on travaille beaucoup avec nos techniciens. Donc, quand on est à 7 mètres de haut sur une maison ordinaire, on va dire, c'est pas la même chose quand on se retrouve à plus de 20 mètres, quoi. Donc voilà. Ok. Complexe. Et donc là, on a parlé d'appartements, mais j'ai aussi eu la question sur les petits volumes, les petits espaces à chauffer. Est-ce que vous avez des possibilités ? Oui, les appareils, en fait, un poêle, alors si on part d'un poêle à granulés, on a des amplitudes de chauffe. Donc une amplitude de chauffe, c'est une puissance mini et une puissance maxi, entre lesquelles l'appareil va pouvoir travailler. Et on a des amplitudes qui vont de 2 à 5 kW, 2 à 6, 2 à 7, etc., 3 à 6, 3 à 7. Donc il y a des amplitudes, donc c'est ce qui va justement nous permettre de pouvoir mettre des appareils dans des plus petites surfaces, dans des plus petits séjours. On a déjà mis des poêles dans des chambres. C'est déjà arrivé. Dans des, moi j'ai déjà mis des poêles dans des entrées de maison avec mes anines, etc. Alors salle de bain j'avais fait, mais dans une salle canalisable, canalisable, oui. On a certains appareils qui peuvent être canalisés. On peut connecter des gaines d'air chaud et on vient canaliser et mettre la gaine à distance pour aller chauffer une pièce voisine, ce genre de choses. Et donc je sais plus ce que l'on disait, mais petite surface, petit volume, c'est possible. Mais petite surface, oui, c'est tout à fait possible. D'accord. T'en as parlé plusieurs fois, le type de bois, et tu vois, je t'ai pas posé la question parce que je savais que celle-ci, elle arrivait, que c'était donc une question des auditeurs, je l'ai gardée pour maintenant. Y a-t-il un type de bois à utiliser pour un rendement optimal et une combustion la plus propre possible ? Alors, t'as envie de répondre ou oui, alors il y a une petite particularité chez nous, et on aime bien, on en est assez fiers. Alors d'abord les essences de bois avec le pouvoir calorifique, donc le chêne, l'hêtre, le charme, sont des bois avec un pouvoir calorifique important. Là où j'y en a une petite particularité, en fait, c'est lié notamment à nos appareils scandinaves. C'est que si je vous dis qu'en Scandinavie c'est pas des chênes qui poussent, bon je pense que vous en doutez bien, ils ont toujours été obligés de s'adapter à leurs propres ressources. On a évoqué dans des épisodes précédents, on a parlé de pyrolyse, de foyers qui montaient à haute température. Il y a toute une conséquence aussi derrière, c'est que ces chambres de combustion étant très puissantes permettent en fait d'aller brûler du résineux. Eux ils viennent pas acheter des chênes chez nous en France, ils utilisent leurs propres ressources et heureusement. Et leurs ressources c'est quoi ? C'est du résineux. Alors nous ça paraît un petit peu fou en France parce que c'est pas dans nos habitudes, loin de là. Quand on parle de résineux, on dit voilà, mais ça encrasse. C'est pas faux. Mais tout va dépendre de la chambre de combustion qu'on possède. Et les chambres de combustion scandinaves, étant des chambres de combustion à très très haute température, font qu'à partir du moment où le bois, encore une fois, il est bien sec, etc., eh bien les résines elles colmatent pas parce qu'elles sont brûlées. Donc en résumé, on peut utiliser tout type de bois. Alors je parle pas bien entendu des bois traités, ce genre de choses, mais tout type d'essence de bois. Mais il est vrai aussi qu'on a des essences de bois avec un pouvoir calorifique plus important. Voilà. À condition que le taux d'humidité
du bois soit inférieur à 20%. Bien sûr, voilà. C'est la seule condition, en fait. Privilégier le bois fondu aussi, plutôt que du rondin. On vient optimiser le rendement. Et sur le granulé, c'est du résineux aussi. C'est compacté et c'est du résineux aussi, pour information, sur le granulé. D'accord. Et la résine, notamment, permet aussi... Alors, il en existe d'autres qui sont pas forcément du résineux, mais préférable de travailler sur du résineux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le granulé, il est moins friable, il se casse moins. Parce que justement, cette qualité de résine, en fait, quand il va être compacté, le granulé va mieux se tenir. Ouais, ça fait colle. Oui, quelque part. Et du coup, va éviter aussi d'être broyé, éventuellement, de pouvoir, comme tu le disais, de créer des bouchons qui viendraient bloquer le système. Et donc voilà, pour les essences. Et pour le granulé, on a des labels aussi qui existent. Label DIN+, qui est un label allemand, ou NF Biocombustible en France. Il faut s'assurer en fait qu'il y ait ces labels en fait sur les étiquettes des sacs, et dont le taux d'humidité justement est inférieur à 10% cette fois. On n'est pas sur 20% comme pour le bois bûche. Et pour le bois bûche, on peut donc bien sûr soit on peut l'acheter en local, il y a certaines personnes qui le font eux-mêmes, etc. Il y a un petit outil qui est très pratique, c'est ce qu'on appelle un testeur d'humidité. Ça vaut pas grand-chose, nous on en vend en magasin. Ça permet en fait de tester son bois et de voir l'hygrométrie du bois et de s'assurer que stocké correctement. Et ça on apporte aussi des conseils. On demande souvent dans l'idéal d'avoir le bois stocké à l'extérieur. On les conseille sur la manière dont il doit être protégé, bâché, parce qu'il doit pas être bâché sur toute la hauteur, notamment, en tout cas pas toutes les faces, notamment côté vent dominant. D'avoir un petit stock tampon au niveau du garage, par exemple, qui permet déjà de et puis après on va chercher son bois du garage pour le mettre après dans le séjour, etc. quoi. Donc tout ça, c'est des choses aussi qu'on donne en astuce. Et j'en profite quand même pour vous poser la question. C'est pas une question des auditeurs, mais est-ce que vous fournissez éventuellement des granulés, du bois ? Est-ce que vous accompagnez vos clients jusque là ou on vend du granulé? On a un site, notre site en ligne, on propose du granulé. Alors, dans une grande partie des départements dans lesquels on est implanté, mais pas encore tous. Et après, pour le bois bûche, on propose des solutions par le biais de Total Energy. Non, ou c'est que pour le granulé aussi? Pas nécessairement, il y a un peu de tout. En fait, on aime bien le local aussi, quoi. C'est-à-dire que on travaille avec différents prestataires, ça dépend, comme le disait Charline, les régions. Le granulé là qu'on a développé, on peut pas le mettre partout. Si c'est pour l'envoyer à Lyon il y a pas de sens avoir des sommes astronomiques de transport. Enfin, il y a pas de sens. C'est une notion écologique aussi là-dedans. Donc, on l'a étudié. Le sac, par exemple, t'as mis un peu la granulé. Quand t'as acheté ton granulé, je pense qu'il était sous plastique. Oui. Bon, nous, c'est des sacs en recyclable, en papier. Alors oui, le sac, il coûte un peu plus cher, mais... recyclable, plastique, éco, je ne Ça sais reste quoi. du plastique. Mais oui, voilà. Nous, on a fait le choix d'un sac un peu plus looké déjà, et puis qui est pas en plastique, quoi, pour garder le sens, quoi. On est très attaché à tout ça. On l'a pas dit, mais on possède aussi une forêt. Les fondateurs Olivier et Arnaud ont décidé aussi d'investir parce que ça a du sens pour mener différentes expériences, etc. Enfin, on est très attaché à ça, forcément. J'ai eu aussi une question sur les poêles intelligents, les poêles connectés. Alors, je pense que vous allez me confirmer, mais on parle des poêles à granulés. Je suis pas sûre qu'il y ait des poêles à bûche ou des inserts qui soient connectés. Mais comment ça marche un poêle intelligent ? Alors, le poêle à granulés, effectivement, lui, est doté d'électronique. Donc, il va être doté d'un thermostat déporté. Aujourd'hui, la majorité des appareils possèdent l'application mobile, possibilité d'allumer son poêle à distance, de programmer à distance. Donc ça, c'est des choses qui existent déjà depuis pas mal d'années maintenant, quand même, sur la partie pelée. Sur le poêle à bois, on a une marque, notre marque leader d'ailleurs, celle qui a toujours existé chez nous, Contura, qui est une marque suédoise qui a développé un poêle qui s'appelle le C556 Connect, qui du coup travaille une régulation automatique de l'arrivée d'air, ce qui permet d'optimiser bien sûr les combustions. Là, on est sur le poêle à bois. Oui, c'est ça, sur le poêle à bois, oui. C'est assez bluffant. L'arrivée d'air est optimisée en fait, donc c'est une régulation, ce qu'on appelle automatique, donc ce qui vient améliorer en fait la qualité de la combustion et ce qui du coup vient aussi améliorer la durée de chauffe de l'appareil, avec du même principe une application mobile qui permet de pouvoir suivre ça, etc. Et également un lien
Également dans l'application la possibilité d'avoir en temps réel en fait la météo de sa région, etc. C'est assez nouveau, mais du coup voilà, c'est un peu de domotique qui arrive entre guillemets sur ça remplacera pas le poêle à granulés et oui. l'automatisation, ses capacités de programmation, mais voilà, ça permet aussi c'est surtout fait pour optimiser en fait la flambée et la combustion dans le poêle. Pour indiquer aussi, je pense qu'il indique aussi à quel moment il serait bien d'aller remettre des bûches, enfin le bon moment avec la bonne quantité quoi. Donc ça permet d'accompagner l'utilisateur dans le bon fonctionnement de son poêle. Très bien. Et ben pour finir aussi, j'ai la question. Enfin, on n'en a pas parlé avant parce qu'effectivement, je pense que c'est quelque chose qui revient souvent quand même dans un projet de rénovation et que j'avais réservé là puisque j'avais la question. Comment intégrer un poêle dans une cheminée existante en rénovation ? Alors on peut le faire de plusieurs manières. Soit vous êtes amoureux de votre manteau de cheminée, de votre cheminée, et dans ces cas-là, il est possible. Alors déjà, on vous invite effectivement à la fermer et à y mettre un foyer fermé. Oui, écoute, si tu veux y répondre en même temps, la dernière question, c'est « J'ai une très belle cheminée, j'aimerais conserver le foyer ouvert, est-ce recommandable ?» Ok, bon, voilà, c'est la meilleure question de... c'est la meilleure question de cette mini-série. On aurait dû commencer par là. Oui, c'est fortement recommandable et c'est même maintenant, je dirais, obligatoire dans certaines métropoles. Il y a Lyon qui est concerné, Grenoble qui est bientôt concerné début octobre, puisqu'il y a un décret qui passe et qui va interdire les feux de cheminée foyer ouverts. Donc de plus en plus en fait de particuliers vont être amenés à modifier leurs installations. Pourquoi c'est de plus en plus interdit et c'est tout simplement parce que c'est extrêmement polluant. Une cheminée foyer ouvert, vous mettez 4 bûches et vous les faites brûler, ça émet l'équivalent en particules fines de 3100 km fait dans un diesel des années 90. Donc c'est pour vous donner une petite idée de 4 bûches. Voilà. 4 bûches. Donc, ça va très vite. Vous polluez l'environnement, vous polluez l'air que vous respirez. Donc, d'un point de vue santé, c'est aussi très, très, très néfaste. En termes de rendement, il y a aucun intérêt pour vous puisqu'en fait, on en a parlé, il me semble, dans un des épisodes. Le rendement d'une cheminée foyer ouvert, c'est 15% maximum. Versus un poêle où on est à 75% et plus, jusqu'à 90% pour les poêles à granulés. Donc, vous perdez énormément d'énergie. Et donc vous gaspillez aussi tout passe dans la d'argent. C'est exactement ça, pour résumer. Cendres et fumée, oui. C'est polluant, c'est peu économique, c'est dangereux pour la santé. Donc voilà, pour toutes ces raisons, oui, on vous invite à la fermer cette d'une manière ou d'une autre. Cheminée, exactement. Après, comment est-ce qu'on le fait ? Donc soit effectivement on est amoureux de ce fameux manteau de cheminée et c'est la raison pour laquelle on a craqué sur potentiellement le bien qu'on a acheté. Auquel cas, on vous invite à mettre un poêle encastré dans la cheminée. Donc je parle bien d'un poêle et pas d'un insert. Donc il va forcément y avoir une sorte d'écart en fait entre le poêle et le manteau de cheminée, mais ça s'intègre plutôt bien. Il y a beaucoup de clients qui font ça parce qu'ils ont des magnifiques cheminées anciennes. Ouais, on a beaucoup ça. Après, vous avez aussi la possibilité de, si vous supportez pas justement l'écart entre les deux, de casser la cheminée et du coup venir y faire un bâti pour y intégrer un insert et retrouver ce côté un peu cheminée mais très moderne et du coup avoir tout autre chose. Vous pouvez aussi, plutôt que mettre un insert, y mettre un poêle tout simplement. Et on a aussi des clients qui aiment ce côté cheminée. Donc on vire complètement l'ancienne cheminée, on refait un bâti avec une sorte de rebord qui redessine une cheminée à l'ancienne, dans lequel on met un insert, et par-dessus on vient remettre ou imiter un manteau de cheminée à l'ancienne, avec une plaque de marbre au-dessus par exemple, enfin essayer de réimiter les moulures, et donc retrouver ce côté cheminée. Donc voilà, c'est les différentes options pour renouveler sa cheminée, pour la sauver, pour voilà, et pour la rendre plus performante. Exactement. Ce qu'on fait le plus, ça reste le poêle incorporé
dans l'âtre de la cheminée. Mais est-ce qu'il peut y avoir des contraintes techniques, peut-être de distance, exactement. Faut qu'il y ait de l'espace. C'est pour ça que c'est parfois plus simple pour des questions de coût aussi. Si je prends vraiment une région que je connais par cœur, la Bretagne, quand on a une cheminée en granit de 2 mètres de large, ça se démonte pas comme ça, c'est souvent porteur en plus. Donc on va incorporer plutôt un appareil, ce qu'on appelle les freestanding chez nous, des foyers panoramiques, etc. Enfin, on va incorporer le poêle. Parce qu'en fait, après, quand on décide de passer, par exemple, sur un insert, d'accord, on pourrait avoir un âtre et dire on va avoir un insert, on va fermer le tout. L'insert, en fait, lui, c'est un corps de chauffe qui est nu. Il n'a pas d'habillage. Si on le compare à un poêle à bois, comme on est à côté de nous, l'inverse du poêle à bois qui est à côté de nous, c'est que lui, il a aussi son fort de chauffe, mais il a un habillage autour. Sa conception est finie. L'insert, c'est pas le cas. Donc l'insert, on a besoin d'une conception tout autour, avec des grilles, des ventilations, ce qu'on appelle l'air entrant, l'air sortant, des grilles de décompression. Donc c'est souvent difficile de faire du neuf sur de l'ancien quand on parle d'insert. C'est ce qui nous oblige parfois. Alors parfois on garde les socles, etc. et on va enlever tout l'avaloir, etc. les jambages, et on va repartir sur une base neuve parce que c'est pas le tout de mettre un insert. On met juste pas l'insert comme ça à l'intérieur. Derrière, ça nécessite une conception, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on fait chez nous. D'accord. Très bien. Eh bien, merci infiniment pour tous vos précieux conseils, Charline et Xavier. C'était vraiment super intéressant d'en apprendre davantage sur Asgard, sur vos magnifiques poêles scandinaves et cette philosophie donc de vie au coin du feu que vous défendez chaque jour, alliant écologie et bien-être. Je suis sûre que les auditeurs du podcast auront trouvé beaucoup de conseils, d'inspiration, d'informations vraiment utiles pour leur projet. Je les invite d'ailleurs donc à consulter la description de cet épisode pour accéder aux liens qui leur permettent de prendre rendez-vous gratuitement donc pour la visite technique, on en a parlé avec l'un de vos experts afin donc d'obtenir une étude personnalisée de leur projet. Et bien sûr, je leur donne rendez-vous sur asgard.fr pour découvrir l'étendue des possibilités que vous proposez, mais aussi, tu l'as dit Charline, plein d'autres conseils parce qu'il y a plein d'articles. Moi, j'y suis allée et effectivement, on trouve de multiples informations. Merci encore à tous les deux et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.